BFM Business, le focus de Tech & Co. C'est certainement un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Eh bien, ce soir, c'est l'occasion de le découvrir dans Tech & Co. Si vous voulez réagir à hashtag TechCo, T-E-H-C-O, si vous voulez poser des questions à nos invités ou tout simplement réagir. Avec nos invités, on va donc parler de handicap et de high-tech. Je vous les présente tout de suite. Olivier Janel, bonsoir. Vous êtes fondateur et président de Roger Voice. C'est une application qui retranscrit une conversation sur écran qui s'adresse plus particulièrement aux malentendants, dont vous faites partie ce soir. Et donc, j'ai bien décrit ce que fait votre application? Exactement. Oui. Bien. Et on va reparler donc avec vous de tout ce type d'application. Avec nous également Nicolas Le Toquin, fondateur d'Andyson. Alors c'est une sorte de TripAdvisor des lieux équipés. Enfin c'est pour aider les handicapés qui veulent voyager à savoir si les sites là où ils veulent aller sont bien équipés, c'est ça? Oui, en fait c'est ça. C'est un site internet qui permet aux personnes à mobilité réduite de trouver les lieux de vacances accessibles. Donc hébergement, restaurant, activités et événements. Voilà, pour ne pas se casser le nez sur un endroit qui serait un peu compliqué en termes d'accessibilité. Voilà. Et c'est tout neuf comme site? Oui, c'est tout récent. On a 3 mois qu'on est en ligne, donc on est au tout début de notre aventure. Voilà, eh bien on est content de vous faire participer, enfin de participer en tout cas à notre modeste niveau au début de votre aventure. Avec nous également Nicolas Simon, fondateur et président de Wondercraft, alors avec un A. Et là, nous sommes dans le domaine des exosquelettes, dont on parle souvent sur BFM. Exactement. Alors nous, on développe un exosquelette de nouvelle génération qui va permettre aux personnes paraplégiques ou myopathes de remarcher sans béquille, donc avec les mains libres, de manière fluide, dynamique. Voilà. Et vous allez nous expliquer tout ça au cours de la soirée. Avec nous également Pascal Savama, journaliste à la rédaction de BFM Business. Bonsoir Pascal. Bonsoir Frédéric. Et j'ai d'ailleurs vous céder la parole tout de suite parce que vous vouliez faire un petit point sur l'accessibilité justement. Les technologies sont-elles si accessibles qu'on le prescrit? Évidemment non. Évidemment non. Non, en fait l'accessibilité c'est bien sûr le pouvoir d'accéder au numérique, tous les services numériques proposés sur smartphone et PC. Et quoi de plus normal que de ne laisser personne sur le bord de ces autoroutes de l'information. Il y a quand même des millions de personnes touchées par des handicaps. Que l'on voit et que l'on ne voit pas, il faut le rappeler. Qu'on voit ou qu'on ne voit pas, exactement. Et de plus, les technologies permettent surtout et presque toutes d'apporter une solution à tout ou presque tout type de handicap. Et pourtant, sur l'accessibilité, on voit très peu de sites, quasi pas, qui offrent une version par exemple pour les non-voyants. Et les appareils qui permettent de surfer, les appareils qui permettent aux non-voyants, aux malentendants ou à d'autres personnes, aux paraplégiques, aux tétraplégiques, d'avoir une vie numérique correcte, coûtent extrêmement cher et sont bien sûr pas à la portée de tout le monde. Alors il y a un collectif qui regroupe 30 associations pour les handicaps, qui s'appelle le Collectif pour une France accessible, déplore la situation, il réclame que tous les sites internet soient accessibles dans les 3 prochaines années. Et il y a pourtant une obligation d'accessibilité, puisque dans sa loi numérique qui a été votée il y a quelques semaines maintenant, Axel Lemaire, il y a inscrit, il y a un article spécifique justement sur cette accessibilité. Il y a même 2 articles, il y a le 43 et le 44 auxquels on peut se référer si on nous écoute, pour ceux que ça intéresse vraiment. Il y a aussi une loi en 2005, la loi handicap, qui obligeait toutes les technologies à se rendre un peu accessibles. Ça n'a pas été beaucoup respecté. Personne ne la respecte, évidemment. Alors pourquoi? Il y a de la technologie, il y a des prix qui sont faramineux pour les développeurs aussi de solutions. Bref, au final, on en est là. La loi numérique est satisfait que très peu les associations et les représentants des handicapés, les handicapés eux-mêmes. Bref, c'est un véritable coup dur pour la République numérique qui doit imposer un principe d'égalité dans le monde réel, mais aussi sur Internet. Je vais démarrer avec vous, Olivier Janel. Est-ce que vous avez l'impression que le handicap, quel qu'il soit, est une préoccupation pour l'État aujourd'hui? Et justement, parce qu'on sait que les technologies peuvent vraiment rendre des services aux handicapés, pour tous les handicaps. Vous avez l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui de la part du gouvernement? C'est certainement un progrès qu'on voit tous les ans. Et je suis le premier à constater que l'État fait des efforts en ce sens. J'ai pu intervenir sur un ou deux sujets sur la question justement. Bien qu'on veuille qu'il aille plus loin, et c'est toujours le cas où on demande plus d'efforts à l'État pour intervenir dans la vie des citoyens, d'améliorer notre quotidien. Il y a aussi la possibilité pour les citoyens de prendre des initiatives. Et je pense que c'est là où la technologie peut intervenir
car nous vivons aujourd'hui dans un monde où la technologie se démocratise et nous pouvons faire beaucoup avec très peu de moyens. On voit que beaucoup d'initiatives démarrent à partir d'associations. Ça démarre à partir de là. Vous pensez qu'il manque peut-être un écosystème qui pourrait associer des éditeurs de logiciels, des fabricants de matériel, des sociétés de services et puis des professionnels de la santé. C'est peut-être ça qui manque ou est-ce que ça existe aujourd'hui, toujours dans le monde de high-tech et handicap? Alors, je ne suis pas un expert sur la question, mais je vois effectivement beaucoup d'informations disponibles qui permettent aux gens de se réunir et de partager leurs expériences et leurs compétences. Les associations aussi, aujourd'hui, commencent de plus en plus à mettre en place des solutions technologiques en lien avec des experts du secteur privé. Donc, votre technologie qui s'appelle Roger Voice, ça permet, par exemple, lorsque je parle, si on est devant un écran, tout ce que je vais dire va apparaître sur l'écran en sous-titres, enfin comme dans les films que l'on peut voir à la télévision qui sont sous-titrés. Tout ce que je dis va être sous-titré. C'est la technologie que vous avez mise au point? Exactement. En l'occurrence, nous utilisons la reconnaissance vocale automatique pour capter la parole de la personne qui se trouve à l'autre bout du fil. Et cette technologie, en fait, elle existe depuis des décennies. Mais ce qui est phénoménal, c'est l'évolution ces dernières années où l'on ajoute le contact de ce que la personne est en train de dire. Et les algorithmes permettent de corriger en fonction de ce qui a été dit. Par exemple, vous dites bonjour, je mange. L'autre personne va peut-être entendre bonjour dimanche, mais le contact va permettre de corriger les erreurs. C'est ça l'innovation, c'est que les algorithmes sont beaucoup plus poussés aujourd'hui, les machines sont plus puissantes, on peut utiliser du cloud computing, donc voilà, on peut corriger ces erreurs dont vous parlez. Exactement. Toutefois, cela ne demande quand même que l'autre personne fasse un effort. Par exemple, vous avez sûrement remarqué que lorsque vous êtes au supermarché, vous passez sur les caisses automatiques. Les premières années, c'était très frustrant, ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Mais ce qui se passe, c'est que d'abord, nous nous habituons à la technologie, mais aussi la machine s'améliore. Et donc, petit à petit, on sait comment s'en servir. La reconnaissance vocale fait partie de ces technologies où nous espérons que les gens vont apprendre à parler d'une manière que la machine puisse mieux le comprendre. Alors, vous travaillez aussi avec des machines, hein, Nicolas Simon, fondateur et président de Wondercraft, donc un exosquelette un peu d'un type nouveau, parce que c'est vrai, des exosquelettes, on a l'habitude. On en voit dans le domaine militaire, dans le domaine du génie civil, hein, on voit des pompiers qui commencent à être équipés de ce genre d'exosquelette. Vous, quelle est la particularité du vôtre? Alors nous, c'est un exosquelette à but médical, donc c'est dans le secteur du médical, pour permettre aux personnes à mobilité réduite, donc qui typiquement se déplacent en fauteuil roulant, de se déplacer de manière verticale, avec une marche normale, avec une vitesse de marche normale. Donc on a un certain nombre de concurrents partout dans le monde et c'est quelque chose qui commence à apparaître, qui commence à être utilisé. Voilà, nous on est un peu la nouvelle génération où on essaye de faire encore mieux que ce qu'il y a sur le marché pour rendre encore plus d'autonomie, plus de facilité d'utilisation du dispositif. Et alors, je parlais tout à l'heure avec Olivier Janel de cet écosystème un peu entre des industriels que vous êtes, des développeurs de logiciels, des sociétés de services. Vous sentez un peu qu'aujourd'hui, autour du handicap, parce que vous, ça s'adresse vraiment dans un univers médical, sur cet exosquelette, vous sentez ça bouge un peu, ça commence à se fédérer autour des handicaps que l'on peut surmonter grâce à la technologie? Alors nous, on est aussi lié avec la question de l'autonomie, parce que à moyen terme, l'exosquelette, il peut permettre aux personnes âgées qui sont aussi mobilisées de remarcher. Donc en fait, le handicap, c'est une voie qui spécifie un besoin et en fait qui va ensuite s'élargir sur un marché plus large. Donc on va commencer par des populations très spécifiques avec des besoins très précis et on va rendre l'appareil de plus en plus capable pour pouvoir adresser de plus en plus de monde. Le marché potentiel est énorme. Nicolas Le Tocquin, donc fondateur d'Andison, donc ce TripAdvisor qui va permettre aux handicapés de se renseigner sur les lieux où ils veulent voyager, savoir s'ils sont correctement équipés. On est presque étonné que l'idée soit pas apparue avant. Enfin, peut-être qu'elle existe déjà, mais sous une autre forme. Oui, c'est vrai que alors nous, on n'est pas dans une innovation technique comme mes camarades, on est dans une innovation sociale. De service. Et oui, c'est vrai que c'est étonnant. Il y a des choses qui existent. Mais
centré sur ce que nous on fait, c'est-à-dire le tourisme, avec des critères d'accessibilité qui sont précis, détaillés et qui vont vraiment décrire un établissement touristique, par exemple des abords de l'établissement jusque la configuration de la salle de bain. Oui, parce qu'il faut savoir que souvent on nous met juste le petit logo accessible aux handicapés. Ouais. Voilà, et ça, c'est clairement, c'est clairement pas suffisant pour les gens parce que en fonction des types de handicap, un lieu qui va être accessible pour une personne ne va pas l'être pour l'autre et inversement. C'est-à-dire que voilà, en fonction de son handicap, on a besoin. Et alors, comment vous faites pour récolter toutes les données de ces différents établissements? Est-ce que voilà, vous avez un moteur de recherche qui va chercher un peu tout ce qui est décrit et puis vous en faites vous-même une analyse, ou est-ce que c'est comme le guide du routard qui envoie ses voyageurs et puis ils vont cocher des cases à travers les hôtels et les circuits? Plusieurs options. C'est vrai qu'on compte aussi fédérer une communauté d'utilisateurs qui va faire un acte militant d'inscrire de nouveaux lieux sur le site pour partager leurs bonnes adresses accessibles à une communauté d'utilisateurs. Et actuellement, on a aussi une base de données qui est en accès libre. C'est la base de données des sites qui sont labellisés Tourisme et Handicap. Et c'est une association qui a fait un travail formidable d'aller sur le terrain pour récolter des données sur l'accessibilité. Et voilà. Donc nous, on arrive après dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire que maintenant on permet aux gens qui ont fait les efforts, les structures touristiques qui ont fait les efforts de se rendre accessibles, d'être un relais de communication auprès d'un public de personnes à mobilité réduite. Oui, puis c'est important ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que mettre juste le petit logo accessible aux handicapés, il y a tellement de handicaps, puis il y a ceux que l'on voit, des gens qui sont paralysés, mais il y a ceux que l'on voit un peu moins, donc c'est assez compliqué. Olivier Janel, est-ce que ça veut dire, si on tarde un peu à marier ces technologies avec les handicaps qui peuvent exister, est-ce que c'est une histoire de coût? Est-ce que ça coûte cher, vos technologies? Alors, pour un exosquelette, sans doute, pour des applications, voilà. Est-ce que c'est ça qui freine aussi le développement? Effectivement, ça dépend du contact, ça dépend de la technologie. Je ne peux pas parler pour Wondercraft, mais pour ce qui est de la reconnaissance vocale, les technologies qui dépendent des algorithmes, des serveurs, etc., le coût de l'innovation a significativement baissé ces dernières années, et à tel point que il est entièrement envisageable de créer de nouveaux services inimaginables il y a quelques années, qu'on peut lancer aujourd'hui, et toucher des niches, des segments qui n'auront jamais le volume, le pouvoir d'achat de faire eux-mêmes ces innovations technologiques. Oui, parce qu'aujourd'hui, on s'adressait aux principaux handicaps, ceux que l'on disait, les plus visibles, voilà, les sourds, muets, les paralysés. Donc il y a tout un tas de handicaps. C'est votre avis aussi, Nicolas Simon de Wondercraft, voilà, le coût. Alors vous, ça coûte certainement cher aussi, ce type d'équipement, mais ça coûte moins cher qu'il y a quelques années. Nous, en fait, la première version qu'on va produire va coûter assez cher parce qu'elle va être produite à l'unité, mais avec un volume assez important, on peut imaginer 1000 unités produites par an. On atteint un coût accessible, donc à peu près le coût d'un fauteuil roulant électrique aujourd'hui. Donc c'est pas des technos qui en soi coûtent cher, c'est de l'aluminium, des moteurs, des cartes électroniques, tout ça qui peut bénéficier d'une réduction du coût assez importante. On parle, oui, Pascal Savama. Moi j'ai une question qui me vient, on est quand même aussi dans les nouvelles technologies, tous. Est-ce qu'il y a des fonds d'investissement qui sont spécialisés sur ce secteur particulier du handicap? On voit que les fonds d'investissement se spécialisent. Est-ce que vous avez affaire à des gens qui comprennent vos projets, vraiment? Alors nous, on a un fonds, on a la chance d'avoir un fonds qui a levé de l'argent auprès de ses investisseurs pour traiter les problématiques de l'autonomie. Donc on rentre dans le cadre général de l'autonomie qui peut adresser les personnes âgées en perte d'autonomie, mais n'importe quel type de population en perte d'autonomie. Donc vraiment, on a un fonds d'investissement spécialisé dans notre secteur. Quand vous dites vous en avez un, il n'y en a qu'un? En France, il n'y en a qu'un en tout cas. Voilà. Oui, Olivier Janel, sur ces fonds d'investissement un peu dédiés, vous n'en connaissez pas d'autres non plus il y en a plusieurs aujourd'hui, des fonds d'investissement qui investissent sur ce qu'on appelle le secteur ESS, entreprise sociale et solidaire. Mais ils ne sont pas forcément ciblés handicap. Pour les fonds spécifiques au handicap, aujourd'hui, je pense que ça reste encore principalement financé par des fondations ou des associations. Des associations. Et aussi, les entreprises aujourd'hui prennent conscience de l'importance et ils vont eux aussi investir
dans ce secteur. Oui, on sent qu'il y a beaucoup plus de campagnes aujourd'hui autour des handicaps dans les entreprises. Ici même, chez Lex Radio, on avait une grande campagne en 2015. Pascal Savama, on reparlera après, tout à l'heure de un peu comment tous ces acteurs de la high-tech et les opérateurs travaillent. Mais par exemple, Nicolas Letoquin d'Andyson, est-ce que les acteurs du tourisme se sont réunis? Enfin, est-ce que vous pensez que vous pourrez réussir à les fédérer autour de votre site, leur dire tiens, plus vous allez me donner d'infos, puis ensuite moi je peux rerouter. Enfin après il y a des accords commerciaux qui peuvent être envisagés, mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire avec un écosystème des acteurs du tourisme? Oui, tout à fait, parce que ça répond en fait à un besoin d'usage des équipements et d'un retour sur investissement. Ça, je parle pour les structures touristiques qui, eux, ont investi. Et puis, nous, ce qu'on compte faire aussi, c'est un peu montrer le bon exemple, promouvoir les structures qui ont fait des choix en matière d'accessibilité, afin que les autres se rendent compte que ça peut apporter une nouvelle clientèle. Et voilà, surtout Oui, puis en termes d'image et de notoriété, ça peut être quelque chose de tout à fait... Vous comptez créer un label qu'on pourra poser sur certains endroits pour détecter, ou sur des sites, pour détecter les endroits réellement accessibles? Ou un système d'étoiles? Ou un système d'étoiles. C'est plutôt un label, c'est pas un label, c'est plutôt récompenser ceux qui ont les meilleurs avis et commentaires sur la plateforme. Allez, on va marquer une courte pause, il est 21h22, vous êtes sur BFM Business, une courte pause dans ce débat passionnant sur le handicap et les technologies. On se retrouve juste après avec nos invités. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. La high-tech au service du handicap. On en parle avec nos invités, Olivier Janel du site Roger Voice, enfin de l'application Roger Voice, Nicolas Simon, fondateur et président de Wondercraft, c'est un exosquelette à usage médical, Nicolas Letoquin pour le site Andyson, une sorte de TripAdvisor. Voilà, si vous voulez savoir si les lieux, les sites touristiques sur lesquels vous allez aller sont bien équipés pour différents handicaps, eh bien c'est sur Andyson. Ça a tout juste 3 mois, mais voilà, ça va commencer à s'enrichir. Et puis Pascal Savama qui reste avec nous pour nous accompagner tout au long de ce débat dans Tech & Co. Si vous voulez réagir, hashtag TechCo, TECHCO. Et puis un petit mot, si on reçoit aussi ce soir Olivier Janel de Roger Voice et Nicolas Letoquin de Andyson, c'est parce que vous participez tous les deux à un projet de la Fabrique Aviva. Alors la Fabrique Aviva a mis en place un accélérateur de start-up et a lancé une initiative, un vaste projet. On a déjà reçu deux des candidats, donc des projets candidats qui participent. Le vote c'est jusqu'au 19 février, hein, c'est ça, on peut voter soit pour, ou pour les deux, Roger Voice ou Andyson, jusqu'au 19 février, si les projets vous intéressent. Ensuite, il y a un grand jury qui se réunit en mars, et puis il y aura comme ça près de 200 startups, comme Roger Voice, comme Andyson, qui seront aidés et accompagnés par la Fabrique Aviva. Donc voilà, on a des startups qui se font un peu plus voir que les autres en ce moment. Donc si vous voulez voter, elles sont là. Pascal Savama, on parlait tout à l'heure de la difficulté des acteurs à travailler tous ensemble, et justement, vous dites qu'il y a peut-être une embrouille entre les opérateurs, les organismes de santé, tout le monde ne sait pas trop qui doit être un peu le chef de file dans ces technos. Je crois que sur ce sujet, tout le monde est de très bonne volonté. Le gouvernement, je ne parle pas des acteurs privés, des associations, mais le gouvernement et les opérateurs qui doivent gérer un petit peu le problème sont tous de très bonne volonté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que imposer des sites, une duplication de tous les sites de façon accessible va coûter des fortunes. Et d'ailleurs, on peut poser la question à Nicolas. Votre site, vous prévoyez de le lancer, de le rendre accessible bientôt. Est-ce que vous pouvez expliquer le coût que ça représente et le temps de travail que ça peut représenter pour un site assez simple en fait? Ouais, en fait, parce que c'est carrément dans sa conception qu'il faut déjà avoir ça en tête. Donc ceux qui n'ont pas pensé ça quand ils ont construit leur site, ils vont avoir besoin presque de repartir de zéro. Ça veut dire 80% des sites qu'on visite tout le temps. Ouais. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui existent pour permettre d'adapter des sites aux personnes malvoyantes. Mais alors, c'est vrai que nous, on s'en rapprochera sûrement par l'avenir pour d'autres sites. Bien sûr, ouais. Moi, Olivier Janel de Roger Voice, est-ce que le but de votre application, c'est d'être installé sur les sites internet? C'est quoi le modèle de commercialisation, de développement de votre application?
En fait, l'application se télécharge sur les smartphones Android et iPhone. Et l'utilisateur peut essayer l'application gratuitement. Et s'il est satisfait, il peut souhaiter s'abonner à l'application. Et effectivement, cela lui permet de payer les minutes de communication vers le numéro. Il peut téléphoner n'importe quel pays, n'importe quel numéro fixe ou mobile. D'accord. Donc c'est spécifique avec Roger Voice. Il n'y a pas mesure à travailler, à s'allier à d'autres applications qui pourraient utiliser votre Roger Voice comme un service supplémentaire à ce qu'elle pourrait offrir. Ce serait intéressant d'explorer ces possibilités. Pour l'instant, Roger Voice est assez autonome dans sa fonctionnalité. J'ai juste une toute petite question. Qu'est-ce que vous pensez de Siri, l'application d'Apple et toutes les applications vocales que proposent les smartphones en standard? Est-ce que vous utilisez Siri? Siri. Je n'ai pas compris la question, pardon. Est-ce que vous utilisez l'application d'Apple, Siri, sur iPhone, qui permet de communiquer? Exactement. Aujourd'hui, j'utilise l'application pour passer des appels, que ce soit auprès de mes proches, ma famille, mes amis, ou pour des entretiens professionnels. D'accord. Elle peut être téléchargée sur n'importe quel smartphone, Android ou iPhone. Ok. Donc on voit que c'est les acteurs de l'high-tech se démènent autour de ça. Les technologies, elles sont plutôt, Nicolas Simon, aujourd'hui, toutes les technologies dont on parle, là, aujourd'hui, il y a un seul prototype de Wondercraft ou ça y est, vous avez commencé à... Alors on a notre premier prototype sur lequel on travaille en interne, on est en cours de test en interne et on va livrer à la fin de l'année à nos centres partenaires entre 5 et 10 exemplaires qui vont être testés dans des essais cliniques qui auront lieu tout le long de l'année 2017 pour obtenir le marquage CE du dispositif et pouvoir le commercialiser partout en Europe. Et le but, c'est de fournir ce dispositif, là, cet exosquelette, avec du logiciel libre pour permettre à des développeurs de développer de nouvelles applications, ou c'est vous qui allez vous-même développer des applications autour de l'exosquelette? Alors, on est dans le secteur médical, donc c'est très réglementé sur les normes qu'il faut respecter pour le développement logiciel. Mais effectivement, on a une vision à long terme où on fera une plateforme où des gens pourront venir rajouter des applications comme, je sais pas, danser, faire du skateboard, etc. On peut imaginer, voilà, c'est plein de fonctionnalités qu'on va ajouter aux fonctions de base de notre exosquelette. Au début, ça va être juste marcher, se lever, s'asseoir, monter des marches, etc. Mais après, on peut imaginer tout plein de fonctionnalités qu'on voudra rajouter. Donc oui, on veut faire quelque chose de plateforme, mais aussi il y a toutes les données qu'on va récupérer sur l'exosquelette qu'on peut essayer d'exploiter pour améliorer les algorithmes, pour que d'autres personnes les utilisent. La France, on est plutôt en avance dans ce domaine, on est plutôt fort. Enfin, on a vraiment. Alors, est-ce qu'on a une carte à jouer sur ce type? Alors, on a une très grosse carte à jouer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la révolution dans la robotique, c'est la robotique dynamique. Donc, c'est les robots qu'on voit aux États-Unis, Boston Dynamics, etc. Et tout ça, en fait, c'est basé sur des modèles mathématiques très compliqués, très lourds. Et il faut des mathématiciens. Et en Boston Dynamics a été racheté par Google. Par Google, voilà. Et donc c'est des maths très lourdes, il faut des mathématiciens, on est très bon en France sur ça. Donc on a des chercheurs en France qui maîtrisent très bien les modèles, etc. C'est utilisé aussi pour envoyer des fusées sur la Lune, pour contrôler des moteurs. Donc tous ces algorithmes qu'on met dans le champ de la robotique, c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des choses impressionnantes en robotique. Et on est très très fort en France là-dessus. On manque encore de moyens comparé aux Américains parce que c'est des plateformes, donc ça demande beaucoup d'argent. Et il y a de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique compliquée. Donc c'est un système, tout mettre ensemble, ça demande beaucoup de moyens. Mais on a vraiment une carte à jouer. Et puis comme vous le disiez, il y a une réglementation aussi à suivre. Pascal Samama. Juste une question, vous avez beaucoup de concurrents en Europe, on parle souvent des États-Unis, du Japon, d'Israël sur ces technologies en Europe. Sur la partie médicale, hein. Alors nous sur la partie médicale, on est la seule entreprise en Europe. Il y a des universités qui développent. Vous êtes la seule entreprise européenne à travailler sur ce sujet. Exactement. Tiens, un mot sur les imprimantes 3D, c'est quelque chose que vous regardez? On utilise toutes les coques extérieures de notre exosquelette sont faites en impression 3D. On a un actionnaire qui est un groupe de référence dans l'impression 3D, donc c'est vraiment des technologies qu'on utilise pour notre exosquelette parce que pour nous ça nous permet d'itérer rapidement sur les designs.
on fait des tests, on change des pièces, on réajuste et voilà, on peut comme ça développer très rapidement. Là, on voit sur les images, donc toutes les coques en noir sont faites en impression 3D. Justement, Olivier Janel, quand on voit aujourd'hui toutes ces technologies qui se développent, donc l'impression 3D, les objets connectés, les voitures autonomes, vous pensez que là, on arrive aussi on va franchir un nouveau pas dans la high-tech pour permettre aux handicapés d'avoir une meilleure vie? Absolument, absolument. Je suis convaincu que ces nouvelles technologies vont apporter beaucoup plus aux personnes qui ont jusqu'ici pas eu assez de pouvoir pour intéresser des grands groupes par leur pouvoir d'achat, par juste leur présence démographique. Ils sont trop faibles. Et donc, là, le fait que cette technologie se démocratise, c'est-à-dire on peut imprimer chez soi des prothèses en 3D, c'est une révolution. Et on a même vu cette semaine une impression d'une prothèse en 3D d'une oreille. C'est pas juste le modèle en plastique, c'est carrément, on y insère des cellules vivantes de cartilage, de muscles et de peau, et puis ça va reconstituer complètement l'oreille. Ensuite, la partie plastique, enfin résine, va être biodégradable. Donc on voit vraiment toutes ces avancées. En termes d'information dans les entreprises, est-ce que ça manque aussi, Nicolas Toquin? Parce que ça pourrait permettre ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on lance toujours plein d'appels à projets pour les startups, pour tout un tas. Mais si on apprenait un peu plus aux gens un peu ce qu'était le handicap, et évidemment autre que les handicaps les plus visibles, vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir un écosystème qui se développerait un peu plus vite? Si, parce qu'en fait, il y a deux façons de voir le handicap. Soit on le voit sur un peu intrinsèque à la personne en se disant c'est une personne handicapée, soit on l'imagine dans la situation dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit souvent une personne en situation de handicap, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce que c'est vraiment quelquefois, même souvent, la situation qui crée le handicap. Et maintenant, avec le numérique, le high-tech, peuvent directement s'attaquer à ces situations et les entreprises peuvent s'y engouffrer pour enlever tout simplement les situations de handicap. Olivier Janel, vous pensez qu'il y a des pays qui sont dans le domaine que vous suivez, donc des applications mobiles, il y a des pays qui sont plus en avance que la France, les États-Unis certainement, mais est-ce que vous voyez ça et là des initiatives qu'on pourrait copier, nous en France? Je préfère pas parler des pays, je préfère parler des individus et des écosystèmes. Nous pouvons effectivement faire beaucoup de choses et il ne suffit pas d'avoir un capital massif aujourd'hui pour faire ça. Effectivement, ce n'est pas le cas pour toutes les innovations. Wondercraft a besoin d'un capital significatif pour se développer, ce qui n'est pas le cas. On est dans la robotique, on est dans l'industrie. Bien sûr. Mais comme ça, historiquement, nous pensons au Japon, aux États-Unis, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut plus avoir l'excuse de dire que ce n'est pas possible de faire ça dans les différents pays européens également. Vous-même, dans l'histoire de Roger Voice, donc pour cette application qui retranscrit sur écran ce que l'on parle, donc du speech to text et puis corrigé, vous-même, c'est vous-même qui avez développé, enfin, vous avez une équipe de développeurs avec vous? Comment ça s'est passé? Nous sommes surtout basés sur un écosystème existant. Il est impossible, il est délusoire de penser qu'un entrepreneur seul peut recréer des technologies qui ont demandé des décennies de travail. Ce que nous faisons, c'est nous reprenons des travaux déjà entamés par d'autres personnes. Nous pouvons assembler les briques technologiques existantes et adresser quelque chose de spécifique, un niche que personne n'a adressé jusqu'ici. Ce que je fais, c'est je mets la lumière sur une problématique qui n'a pas été adressée avec des technologies qui sont déjà disponibles sur le marché. Vous avez tous la reconnaissance vocale sur le smartphone. Jusqu'ici, ça peut vous paraître un gadget, mais pour nous, c'est une nécessité qui nous aide dans notre quotidien. Alors oui, vous en parlez parce que vous êtes vous-même atteint de surdité, mais justement, est-ce que ça vous donne des idées, ce que vous avez fait? Vous dites, tiens, je pourrais le faire pour d'autres handicaps. Là, ce que j'ai vu dans même la façon de fonctionner, de rassembler un peu toutes les compétences, ça pourrait accompagner en tout cas d'autres personnes handicapées, d'autres handicaps que le vôtre. Je vais vous avouer, je suis complètement sidéré par l'innovation qu'il y a déjà sur le marché. On voit des applications qui permettent aux aveugles de se faire lire les objets qui sont en face d'eux. Ils pointent avec leur caméra et quelqu'un d'autre va regarder à travers sa caméra ce que la personne est en train de visualiser. Nous avons aujourd'hui
tellement d'exemples que je me sens, honoré, humble de faire partie de ce mouvement. C'est votre impression aussi, Nicolas Le Toquin? On a beaucoup, voilà, les technologies finalement elles sont là. Il suffit d'avoir cette idée, il suffit d'avoir un petit peu de moyens au départ évidemment, et puis mais surtout l'envie de le faire. Oui, c'est vrai. Alors moi c'est vrai que en faisant ma veille, parce que quand on pense à des lieux de vacances, on pense aussi aux activités sportives, et c'est incroyable et formidable toutes les initiatives qui permettent d'adapter différents sports. Je pense qu'il n'y a presque aucun sport qu'on ne peut pas faire maintenant. Même si on est une personne en fauteuil roulant par exemple, parce qu'il y a quelqu'un qui a, par exemple, sur un wakeboard, qui a mis le siège pour faire le wakeboard, quelqu'un qui a pensé à faire ça. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de centraliser toutes ces belles initiatives un peu partout, voilà, pour donner une visibilité à ces belles initiatives. En tout cas, Andy Sun et Roger Voice, ouais, c'est suivi par la fabrique Aviva. Donc voilà, si vous voulez voter pour ces entreprises, elles pourront ainsi avoir des fonds pour continuer à se développer. Juste un dernier mot avec vous, Nicolas Simon, avec votre exosquelette. Aujourd'hui, évidemment, c'est parti à l'international, enfin ce type de robot, parce que le marché français ne suffira pas. Alors nous, le marquage CE, c'est pour toute l'Europe, et très rapidement, on va être aux États-Unis. Tous nos concurrents sont à la fois en Europe et aux États-Unis. C'est des Américains, des Japonais, des Israéliens, donc voilà, les classiques de la grande techno. Et est-ce que dans votre domaine, vous allez, comme on dit souvent, chasser en meute, c'est-à-dire vous allez aller avec d'autres, je sais pas, l'association des kinés, enfin je dis n'importe quoi, mais vous voyez tous ceux qui sont un peu autour de votre écosystème? Alors nous, le gros soutien et ceux qui ont investi dans le fonds qui a investi chez nous, c'est les mutuelles en France. Donc toutes les grosses mutuelles réfléchissent à ces problématiques. Il y a des assureurs partout dans le monde qui commencent à rembourser les exosquelettes. Donc on voit que ça bouge et que vraiment l'écosystème de la santé commence à se poser la question de l'utilité du dispositif et de le faire voilà, apparaître dans le monde et qu'on le trouve dans la rue demain de manière tout à fait normale. Eh bien merci à tous les trois, Olivier Janel, Nicolas Le Toquin, Nicolas Simon. J'avais deux Nicolas, donc parfois j'hésitais un petit peu, mais je vous ai bien retrouvé. Et Pascal Samama, merci de nous avoir suivis donc pour ce focus sur la high-tech et le handicap. On en reparlera certainement de toutes ces innovations qui arrivent, parce que comme l'a dit Olivier Janel, il y en a tout un tas, et ce sera l'occasion d'en parler dans Tech & Co. Allez, dans un instant, on se retrouve avec Next Media. On va reparler de Tim Cook qui fait un pied de nez au FBI, justement. On va en parler tout de suite.